Moi, je vais parler du CPC, dont on parle presque plus dans nos congrès. Alors, le titre choisi est un titre qui est très optimiste pour une maladie qui est récalcitrante, mais il y a toujours de l'espoir avec les nouvelles thérapeutiques. Alors, le CPC s'oppose au CNPC par plusieurs points. C'est un cancer d'abord qui est fortement lié au tabac. C'est la forme la plus agressive. C'est un carcinome qui est de haut grade, qui mute beaucoup, qui a une croissance tumorale rapide et importante avec des métastases précoces. Heureusement, ce n'est que 15% de l'ensemble des cancers primitifs, mais dans les 2 tiers des cas, il va être découvert à un stade tardif métastatique. Le terrain, c'est des sujets qui sont plus âgés, c'est des sujets qui sont plus altérés et c'est des sujets qui ont fréquemment des comorbidités, généralement au-delà de 2 comorbidités. Au départ, il va être très sensible à la chimiothérapie, mais très rapidement, il va résister. Malgré tout ça, les progrès thérapeutiques restent très lents et ça n'a rien à voir avec ce qui a été présenté avec le CNPC. Alors, pour tout ça, le pronostic reste très mauvais. Dans les formes métastatiques, les patients ne vont survivre que moins d'une année et la survie à 5 ans est inférieure à 10% dans les meilleurs des cas. Alors, la place des sels de platine dans le CPC a été démontré depuis très très longtemps dans la chimiothérapie de première ligne. Ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2000 et qui a comparé les protocoles avec cisplatine et sans cisplatine. Et là, les résultats sont en faveur des protocoles avec cisplatine en termes de taux de réponse objectif et de l'augmentation de la survie à un an. Et ce que montre cette méta-analyse aussi, c'est que ce bénéfice de la cisplate n'est pas lié à l'effet synergique avec l'étoposide. Alors, la question, est-ce qu'il faut donner plutôt de la cisplatine ou du carboplatine, est une question extrêmement pertinente dans le CPC, parce que c'est des sujets qui sont âgés, qui sont altérés. Alors, il y a une première méta-analyse qui a été publiée en 2012 et qui montre que ces 2 molécules, que ces 2 sels de platine ont une efficacité équivalente en termes de survie globale, de survie sans progression et de taux de réponse. Ces résultats sont confirmés par une étude de cohorte qui est plus récente, publiée en 2022, qui a comporté un nombre beaucoup plus important que la première méta-analyse et qui montre que les 2 médicaments sont équivalents. Alors, bien sûr, ces 2 médicaments ont des profils de toxicité différents. Et quand on fait l'analyse en fonction des caractéristiques des patients, et ce qui ressort, c'est que chez les sujets qui sont âgés de moins de 70 ans, on a un peu plus de résultats avec la cisplatine. Donc finalement, sur le plan pratique, dans la grande majorité des cas, on va donner de la carboplatine. Chez les sujets de moins de 70 ans qui ont un bon PS, on va avoir une toute petite préférence pour la cisplate en tenant compte du profil de toxicité de ce médicament. Alors, on a des résultats avec les sels de platine et toposide. C'était le standard jusqu'à très récemment, mais les résultats sont extrêmement modestes. On a des taux de réponse qui sont de l'ordre de 60%, une médiane de survie qui ne dépasse pas 10 mois, une survie sans progression de l'ordre de 5 à 6 mois et les malades vont rapidement rechuter, et une survie à 1 an qui est de l'ordre de 35%. Et c'est pour cela qu'on a essayé de nombreuses autres stratégies. On a essayé d'intensifier les doses, ça marche pas. On a essayé des protocoles à 3 à 4 médicaments, ça marche pas. On a essayé des protocoles alternés ou des protocoles séquentiels pour éviter les résistances croisées, ça marche pas aussi. On a essayé des schémas de maintenance, ça marche pas et on démontre qu'au-delà de 4 à 6 cures, on fait pas mieux dans le CPC. On a essayé les anti-angiogéniques, ça marche pas aussi. Et on a essayé aussi de trouver des protocoles à base de platine, mais sans étoposide. Sur le plan pratique, l'inconvénient de l'étoposide, c'est de devoir hospitaliser les patients pendant 3 jours pour le donner. On n'arrive pas à avoir des protocoles avec étoposide en une seule prise. Alors,
Les autres schémas thérapeutiques qui ont été proposés, c'est l'association platine-irinotecan, qui a été comparée à platine et toposide. Là, on a des résultats qui sont favorables dans les études asiatiques. Par contre, il y a 2 études randomisées contrôlées qui ont été faites en Amérique et qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Et cette différence de résultats entre les populations asiatiques et américaines serait liée à des différences pharmacogénétiques. On ne métabolise pas les médicaments de la même manière. On a aussi essayé de comparer platine topotécan oral à platine et toposide chez les sujets qui ont un bon PS. Et là, on arrive à satisfaire l'objectif de non-infériorité de l'association platine-topotécan oral en termes d'efficacité et de tolérance. Et on a aussi comparé chez les sujets les plus altérés qui ont un PS au-delà de 2, le protocole carbogenzar, cisplatine et toposide. Là aussi, on a des résultats de non-infériorité en termes de tolérance. On a une cytotoxicité hématologique qui est un peu plus importante, mais c'est une cytotoxicité qui n'est pas grave, où les malades ne sont pas hospitalisés et ne font pas des complications qui conduisent au décès. Alors, les choses ont stagné pendant plus qu'une trentaine d'années et puis il y a eu l'avènement de l'immunothérapie. Et là, on est parti extrêmement optimiste pour les études cliniques parce que le CPC est un cancer immunogène. D'abord, c'est un cancer qui est fortement lié au tabac et on sait que les tabagiques répondent mieux à l'immunothérapie. C'est un cancer où les cellules mutent énormément, et qui dit cellule qui mute dit cellule qui va exprimer des néo-antigènes et qui va donc stimuler l'immunité. Et finalement, c'est le cancer qui s'associe le plus au syndrome paranéoplasique qui ont un mécanisme immunitaire. Et on a commencé les études cliniques. Ça, c'est la première étude qui a été publiée en 2018 et qui a été réactualisée avec un suivi qui est plus lent en 2021. Alors, dans cette étude, les malades ont été randomisés pour recevoir soit un anti-PD-L1, qui est l'atezolizumab, associé à carbo et toposide, pendant 4 cures, et puis avec un schéma de maintenance à base d'atezolizumab. Et le deuxième groupe a reçu carbo et toposide avec un placebo et un schéma de maintenance par placebo. Et le traitement a été poursuivi jusqu'à progression tumorale ou toxicité inacceptable. Et voici les résultats. On voit déjà les courbes. C'est pas spectaculaire comme le CNBC. Les courbes ne s'écartent pas vraiment. Les résultats, on a le même taux de réponse. On a un gain significatif en survie globale. Ça passe de 10,3 mois à 12,3. On gagne 2 mois. La survie à 1 an, la survie à 18 mois augmente. On gagne de façon significative en survie sans progression, mais ça passe de 4,3 mois à 5,2. C'est très modeste et les effets indésirables étaient équivalents entre les 2 groupes. Ce qui a été démontré dans les études de corrélation aussi, c'est que ces bénéfices de l'ajout de l'immunothérapie à la chimiothérapie sont indépendants de l'expression de PDL1 et de la charge mutationnelle. Alors, la deuxième étude a été publiée en 2019 et là, les patients ont été randomisés en 3 groupes. Le premier groupe recevait 2 types d'immunothérapie dans le souci d'améliorer l'efficacité de l'immunothérapie et de cibler plus de checkpoint inhibiteurs. Donc, on a utilisé le durvalumab, l'anti-PDL1 et le tremelimumab, qui est un anti-CTLA4, qu'on a associé à platine, cisplat ou carbo selon le choix de l'investigateur, plus étoposide avec une maintenance par durvalumab. Le deuxième groupe recevait durvalumab avec chimiothérapie, avec une maintenance là aussi par durvalumab. Et le troisième groupe recevait la chimiothérapie plus un placebo avec en maintenance aussi un placebo. Alors, d'emblée, le premier groupe qui recevait l'anti-PDL1 et le CTLA4, l'anti-CTLA4, n'avait pas de bénéfice par rapport à durvalumab seul.
Alors, quand on compare les groupes durvalumab versus placebo, là aussi, on a des taux de réponse qui sont équivalents. Là aussi, on a un gain significatif en survie globale. Ça passe de 10,3 à 13, un tout petit peu mieux. La survie à 1 an, la survie à 18 mois augmente de façon significative et on a aussi une équivalence en termes de tolérance. Alors, il y a 2 autres molécules, toujours des un anti-PD1 et un anti-PDL1, qui montrent là des résultats qui semblent être sensiblement meilleurs aux 2 études précédentes, puisqu'on a là une survie globale qui est de l'ordre de 15,3 et de 15,4 mois. Sauf que ces 2 études ont été réalisées chez des populations asiatiques, où on a une plus grande proportion de non-fumeurs. Ça atteint 20% de non-fumeurs dans la première étude et donc c'est des résultats qui ne peuvent pas être généralisés. Alors, pour faire un peu mieux, on a essayé de viser cette fois-ci le PDL1 par l'atezolizumab et le TIGIT, qui est un autre point, un checkpoint inhibiteur. On a comparé ce groupe à un groupe qui reçoit uniquement l'atezolizumab. Et les résultats montrent, comme vous le voyez, encore une fois, ça sert à rien d'ajouter une autre immunothérapie, un anti-PDL1, ça n'améliore pas du tout les résultats. Et tous ces résultats ont été à l'origine des recommandations. Donc, dans le CPC étendu chez des patients qui ont un bon PS de 0 à 1 et qui n'ont pas de contre-indication à l'immunothérapie, le standard actuel, c'est d'associer chimiothérapie à soit atezolizumab, soit à durvalumab. Pour les patients qui ont une contre-indication, ça va être la chimiothérapie seule. Et pour les patients qui ont un PS au-delà de 2, qui est lié au CPC et non pas à des comorbidités, et cette distinction est très importante pour prendre la décision thérapeutique chez ces patients, on va mettre uniquement une chimiothérapie. Mais si, du fait de la chimio, les patients vont améliorer leur état général au cours de l'évolution, on peut introduire l'immunothérapie en cours d'évolution. Alors, ce qui diffère avec les recommandations de l'ASCO 2023 et du NCCN 2024, c'est que dans les indications de l'immunothérapie, on va jusqu'à un PSA2, tout en sachant que les études cliniques ont ciblé des sujets qui ont un PS entre 0 et 1. Alors, les alternatives thérapeutiques, c'est ce qu'on a vu pour un PS 0 à 1, c'est carbotopotécan oral ou cisplate irinotécan. Et pour les sujets qui sont altérés, PS supérieur à 2, l'alternative thérapeutique, c'est carbogemcitabine. Alors, les patients vont répondre, mais dans les 6 mois, 90% à peu près vont rechuter. On va prescrire une 2e ligne et l'efficacité de cette 2e ligne va être dépendante du délai de la rechute et de la réponse à la première ligne. Et donc, on distingue les sujets qui sont sensibles, qui vont rechuter au-delà de 3 mois. Ils vont être qualifiés d'hypersensibles s'ils rechutent au-delà de 6 mois. Et là, on a des taux de réponse de l'ordre de 20 à 30%. Les sujets qui sont résistants, qui vont rechuter dans moins de 3 mois. Et là, on a des taux de réponse de l'ordre de 15%. Et finalement, on a les malades réfractaires qui vont pas répondre du tout ou qui vont même progresser sous chimiothérapie de première ligne. Et là, on a un très mauvais pronostic et le bénéfice du traitement reste incertain. Et généralement, c'est des patients qui sont des candidats à une inclusion dans des études cliniques. On va être limité parce qu'il y a une toxicité cumulée
même chez les gens qui répondent à la première chimiothérapie, et souvent on aura besoin de réduction de dose et de facteurs de croissance, et le traitement de choix, ça va être dans la majorité des cas une monochimiothérapie justement pour un meilleur profil avantage tolérance. Alors, la molécule qui est approuvée en deuxième ligne, et c'est le topotécan, avant on donnait le protocole CAF qui donnait des taux de réponse de l'ordre de 10 à 20%. Alors, le topotécan intraveineux, on l'a comparé au CAF dans une étude randomisée de phase 3 chez des patients qui vont rechuter au-delà de 2 mois après la première chimiothérapie. Là, on a une équivalence en termes d'efficacité, que ce soit le taux de réponse objectif ou la survie globale, mais le topotécan présente un meilleur profil de tolérance et permet une meilleure amélioration des symptômes, ce qui est important dans le CPC. On a comparé aussi le topotécan oral versus soins palliatifs qui sont souvent adoptés chez des malades qui arrivent en deuxième ligne très altérés et très progressifs. Et là, il y a une étude randomisée de phase 3 aussi, où on a la moitié des patients qui étaient en rechute résistante. On a, c'est vrai, un taux de réponse qui reste faible, de l'ordre de 7%, mais la survie globale était meilleure. Elle double quand même, elle passe de 14 semaines à 26 semaines dans le bras topotécan. Et on a aussi une meilleure qualité de vie et un meilleur contrôle des symptômes avec le topotécan comparé aux soins palliatifs. Et finalement, chez les sujets qui sont sensibles et hypersensibles, on a comparé le topotécan oral versus la reprise de la chimiothérapie de première ligne. Et là, les résultats sont clairement en faveur de la reprise de carbo et toposide avec des taux de réponse objectifs, des survies sans progression et qui sont nettement meilleurs. Et en plus, on a un meilleur profil de tolérance avec plus de myélosuppression grade 3-4 dans le groupe topotécan. Alors, le deuxième médicament assez approuvé dans la chimio de deuxième ligne, c'est la lurbinectédine, qui est un inhibiteur sélectif d'une ARN polymérase. Alors là, on a une première étude de phase 2 où la lurbinectédine a été utilisée à la dose de 3,2 mg par mètre carré. Les résultats sont intéressants, il n'y a pas de bras contrôle. On a un taux de réponse à 35%, une survie globale médiane à 9,3 mois et ça arrive jusqu'à 16 mois chez les sujets hypersensibles avec une durée médiane de réponse de l'ordre de 5 mois et un profil de toxicité acceptable. Et comme on n'a pas beaucoup d'autres alternatives et comme les résultats semblent être très intéressants, le FDA a rapidement approuvé cette molécule en traitement de deuxième ligne. Sauf que quand on a fait l'étude de phase 3, Atlantis, où on a comparé l'association lurbinectédine avec doxorubicine versus topotécan ou CAV selon le choix de l'investigateur, là, on a des résultats qui sont équivalents, pas de différence significative entre les deux bras, mais la toxicité était moindre pour la lurbinectédine. Et c'est pourquoi la lurbinectédine reste approuvée, mais à la dose qui a été utilisée dans l'essai de phase 2 et non pas de la phase 3. Alors, l'immunothérapie, on l'a essayé, énormément d'études en deuxième ligne, ça marche pas du tout. Ça marche pas ni pour les patients qui sont naïfs d'immunothérapie, ni pour les patients qui ont déjà reçu l'immunothérapie. Et l'indication actuelle reste uniquement pour les essais thérapeutiques. Et voilà, en deuxième ligne, et même à partir de la deuxième ligne, et c'est le même algorithme qui va être appliqué, et ce sont les mêmes molécules avec lesquelles on va tourner entre les différentes lignes ultérieures. Pour les patients qui sont sensibles, on va rechallenger par celle de platine et toposide. Les autres alternatives, c'est topotécan et CAF. Chez les sujets qui sont résistants,
qui ont un PS entre 0 à 2. Les alternatives, c'est topotécan, cave ou l'urbinectédine. Chez les sujets qui sont réfractaires et ou très altérés, le choix, c'est entre soins palliatifs et l'urbinectédine. Alors, de la 3e à la 1e ligne, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, après la 2e ligne, beaucoup de malades vont progresser. Il va y avoir un nombre faible de patients qui vont être extrêmement altérés. Le nombre de médicaments est très, très limité aussi. Si on opte pour des soins palliatifs, on a une survie qui est inférieure à 1 mois. Les traitements qu'on propose vont être basés sur le PS et sur l'éligibilité aux essais cliniques. Ce que montrent les études de vraie vie, c'est que pour les patients qui arrivent à la 3e ligne, 41% vont avoir une 4e ligne et 12% vont arriver à la 5e ligne. On a des taux de réponse qui s'altèrent de 21% à la 3e et à la 4e ligne et de 12% uniquement pour la 5e ligne. On a une survie sans progression qui s'altère aussi, de l'ordre de 2 mois pour la 3e ligne et inférieure à 2 mois pour la 4e et la 5e ligne, avec une survie globale médiane pour la 3e ligne de l'ordre de 4 mois. Et on comptait beaucoup sur l'immunothérapie et ça ne marche pas. Et on se pose des questions. Pourquoi un cancer qui est immunogène ne répond pas à l'immunothérapie? Alors, si on revient de façon très schématique à l'effet de l'immunothérapie, on sait que quand on est exposé à un antigène nocif, les cellules immunitaires, et notamment les lymphocytes T, vont exprimer des récepteurs qu'on appelle checkpoint activateurs, qui vont permettre l'activation et la prolifération des lymphocytes T pour attaquer l'antigène nocif, un virus ou une cellule tumorale ou autre. Et quand le lymphocyte T arrive à faire son travail de cytotoxicité, il va exprimer d'autres checkpoints qui sont inhibiteurs pour justement arrêter la réponse immunitaire et éviter le suremballement du système immunitaire et l'auto-immunité. Sauf que cet arrêt de la réponse immunitaire est nocif dans le cas d'un cancer. Et les cellules cancéreuses, qui valent bien leur nom de malignes, vont exprimer les ligands, la même chose que les cellules dendritiques, pour aller eux-mêmes inhiber la réaction immunitaire qui est dirigée contre eux et assurer leur survie. Nous, quand on met des inhibiteurs, des checkpoints inhibiteurs, normalement, on devrait tout arrêter et avoir des bénéfices. Ça ne marche pas. Quelles sont les hypothèses? Il y a d'abord la très haute malignité des cellules qui vont ne plus exprimer le complexe majeur d'histocompatibilité. Elles se cachent et les cellules immunitaires ne vont plus les reconnaître. On a un problème de sélection des patients et contrairement au CNPC, là, il y a une faible expression du PDL1 et on a une absence de corrélation entre le PDL1 et le taux de mutation. Donc, on n'a pas de biomarqueur pour diriger le traitement. Il y a une efficacité, la combinaison entre les différents checkpoints positifs et négatifs sont différents et on ne sait pas qui fait quoi et peut-être même chez des malades différents qui ont un CPC, c'est les mécanismes, les différents checkpoints négatifs et positifs qui sont mis en jeu sont différents et donc on n'arrive pas à connaître quelle cible attaquer par le traitement basé sur les anticorps. Il y a le micro-environnement tumoral qui est très important. Il semble que dans le CPC, on a un micro-environnement qui est dominé par les lymphocytes T immunosuppresseurs que par les lymphocytes T cytotoxiques dont on a besoin pour attaquer les cellules tumorales. Il y a le rôle immunosuppresseur de la chimiothérapie et peut-être qu'il faut penser à changer la chimiothérapie
le protocole de chimiothérapie qu'on associe à l'immunothérapie pour éviter justement cette inhibition. Il y a bien sûr la résistance tumorale qui apparaît au cours du temps à la cytotoxicité des lymphocytes. Alors, donc, on a réfléchi à une autre forme d'immunothérapie pour court-circuiter justement le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, la voie Notch, c'est une voie de signalisation qui régule la prolifération tumorale et la chimiosensibilité. Et en gros, on a les récepteurs de la voie Notch sur la cellule tumorale avec son ligand qui est le DLL1. Il y a une série de réactions qui se passent qui vont aboutir à la fin à une inhibition de la transcription oncogénique. Donc la voie Notch, c'est une voie favorable qui permet d'arrêter la prolifération tumorale. Et ce qu'on a remarqué dans le CPC, c'est qu'il y a une mutation qui va aboutir à la fabrication, à l'expression d'un autre ligand qui est le DLL3. Et ce ligand a pour objectif d'inhiber la voie Notch. Et l'avantage, c'est que ce ligand est exprimé de façon spécifique par les cellules du CPC. Donc l'idée est extrêmement intéressant d'aller cibler le DLL3 parce qu'on va s'attaquer uniquement aux cellules du CPC. Et la recherche a commencé par la chimiothérapie immunoconjuguée, le Rovaté. Alors, le principe est simple, c'est un anticorps monoclonal qui va être conjugué à une chimiothérapie qui est un alkylant, qui va se lier donc au DLL3, c'est un anti-DLL3. Par la suite, il va y avoir une endocytose, tout va rentrer dans la cellule, il va y avoir une libération de la chimiothérapie directement dans les cellules du CPC et ça va aboutir à l'apoptose. Donc le principe est extrêmement intéressant, sauf que les résultats sont négatifs en termes d'efficacité. Et surtout, on a une toxicité qui est inacceptable avec des épanchements pleuraux et péricardiques qui sont importants. Oh. Et puis, on s'est orienté vers les anticorps bispécifiques, le tarlatamab. Là, le principe est encore plus intéressant. Ça se base sur une sorte de pontage entre la cellule tumorale et le lymphocyte T activé. Donc, on a un anticorps qui va se lier d'une part au DLL3 de la cellule tumorale et de l'autre côté, il va se lier au CD3 de la cellule immunitaire. Donc, ceci va s'associer à une activation du lymphocyte qui va libérer plein de cytokines et ça va aboutir à une lyse de la cellule tumorale. Alors, les résultats pour des patients qui sont en troisième ligne en plus sont intéressants. On a des taux de réponse objectifs de l'ordre de 40%, une durée de réponse intéressante, une durée de survie globale à 10,6 mois, ce qui est extrêmement intéressant pour des patients qui arrivent au-delà de la troisième ligne. Sauf qu'on a des effets indésirables. Le syndrome de relargage cytokinique et l'I15 qui consiste en des manifestations neurologiques. C'est un effet indésirable qui peut être sérieux. Des patients qui vont faire des troubles neurologiques et une fièvre, qui vont nécessiter l'hospitalisation en réanimation, qui vont nécessiter un traitement par des corticoïdes à forte dose et même des anti-IL6. Et donc, il faut qu'il ait une logistique associée à ce traitement. Et on a maintenant une étude de phase 3 qui est en cours, qui semble être assez prometteuse. Dans le CPC, malheureusement, on n'a pas toute cette panoplie de thérapies ciblées parce qu'on n'a pas de driver oncogénique et la majorité des mutations intéressent des gènes qui sont plutôt suppresseurs. Mais actuellement, il y a un petit espoir avec la nouvelle classification du CPC en 4 sous-types moléculaires en fonction de l'expression de facteurs de transcription. Et ce qu'on a démontré, c'est que dans ces 4 types de moléculaires, on a un environnement immunitaire qui est différent, on a des moteurs moléculaires qui sont différents, et il y a une transition entre les différents sous-types où le cancer va devenir de plus en plus résistant à la chimiothérapie.
Et actuellement, il y a de la recherche qui vise le ciblage spécifique de ces différents moteurs moléculaires pour aboutir finalement à une médecine personnalisée pour ce cancer qui semble être très hétérogène et qui comporte finalement plusieurs phénotypes. Les choses ne semblent pas si simples que ça parce que les voies d'immunorégulation sont extrêmement complexes. Il va falloir, comme pour le CNPC, tenir compte de plusieurs caractéristiques de la tumeur, les types moléculaires, mais aussi les mutations MYC. Et il va falloir aussi tenir compte de facteurs prédictifs cliniques. C'est intéressant aussi de cibler cette transition entre les différents sous-types pour éviter la résistance au traitement par des facteurs épigénétiques. Et finalement, il y a de nombreuses autres voies de recherche qui vont cibler la voie Notch, notamment les TCAR cells, qui sont des cellules T génétiquement modifiées pour aller s'attaquer aux antigènes, reconnaître les antigènes tumoraux. Ça semble donner des résultats intéressants en hémato et peut-être qu'il y a une lueur d'espoir dans le CPC. Alors, en absence de traitement, je pense qu'on doit revenir aux choses basiques. L'arrêt du tabac, ça permet de prévenir le cancer et surtout, ça permet d'améliorer les résultats de la chimiothérapie et de l'immunothérapie. Et je vous remercie.